Napoléon le disait, lorsque lui était présent, ce n'est pas 50 000 hommes, mais 150 000 qui sont là. Les soldats, eux, ils vivent dans ce type de chambre. Majestueux, ce château rayonne toujours aujourd'hui. J'ai jamais vu Ah oui, c'est vrai. Une estafette avec sa petite moto civile. Alors bonjour, c'est Robin, je suis membre de l'association de sauvegarde des casemates du Berbuche et on se trouve actuellement à l'événement 3 jours en juin au château de Hombourg-Budange. Alors sur ces 3 jours, on représente la bataille de France, donc le 85e anniversaire des combats en 1940 dans le secteur, et particulièrement au château où il y a eu le PC de notre régiment. Donc voilà, sur les 3 jours, c'était vraiment immersif pour le public et pour nous aussi. Alors je suis Jean-Marc, reconstitueur depuis maintenant une quinzaine d'années. En ce qui concerne l'uniforme que je porte aujourd'hui, l'uniforme de gendarmerie, je voulais participer à différents événements de la Deuxième Guerre mondiale sans forcément avoir quelque chose de classique. Donc la première idée, ça a été de pouvoir passer les 5 années de la guerre par un uniforme gendarmerie. Alors c'est un événement important puisque, peut-être pour 2 raisons. D'abord parce que la ligne Maginot, c'est là où nous sommes, et là aussi mal connue. Dans les livres d'histoire, on relate des tas de choses qui s'avèrent faux. C'est la première raison, et d'autre part aussi parce que au-delà de la ligne Maginot et de ce qu'elle représentait ou représente, il y a les hommes. Et là aussi, les combattants de 40 n'ont pas des combattants qui ont démérité. On a parlé de drôle de guerre, certes, elle existait, mais il y a des gens qui se sont battus, il y a surtout des gens qui sont morts durant cette période. Et c'est une façon de leur rendre hommage, de façon à ne pas oublier ce pan de cette histoire, de l'histoire française. C'est toujours émouvant de voir des jeunes, en tout cas beaucoup plus jeunes que moi, se lancer dans la reconstitution, et non pas simplement et surtout pas pour envie de se déguiser, mais loin s'en faut. Je me dis que la relève est assurée.
1940, l'armée française, toujours bien représentée, et en plus, comment dire, nous sommes, disons, c'est une mémoire vivante. Nous espérons que les jeunes générations reprendront le flambeau et ça nous permet en plus de connaître à peu près toutes les associations, d'échanger. Surtout, c'est important, c'est d'échanger. Quelles que soient nos origines, c'est la passion de l'histoire qui nous rassemble. Alors donc juste ici, vous pouvez retrouver donc un sac reconditionné ambulancier. Alors c'est-à-dire que c'est un sac d'infanterie. Donc par exemple celui-ci, vous pouvez voir donc les marquages juste derrière. Il a appartenu à un dénommé Leclerc-Maurice. Donc ce sac a été reconditionné pour le médical. Et en fait à l'intérieur, eh bien vous pouvez retrouver tout le matériel médical qu'un soldat comme moi pouvait emporter sur le front. Donc vous avez des pansements individuels, juste ici. Vous pouvez retrouver d'autres types de pansements divers. Et après vous pouvez retrouver une seringue par exemple, juste ici. Et puis des cachets, etc. C'était le soldat qui à l'intérieur, quand il le reconditionnait pour le médical, en fait, il mettait les choses qu'il avait besoin pour aller sur le front. Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Antoine, je suis membre de l'association de sauvegarde des casemates du Berbuche. Donc c'est l'association qui ici organise le week-end des 3 jours en juin. Je suis juste devant un char FT. Le char FT, c'est un char emblématique de la Première Guerre mondiale. Pourquoi il est présent ici? C'est parce qu'en 1940, tout simplement, l'armée française les a encore et on va les utiliser. Et donc les soldats, les tankistes vont les utiliser contre les chars allemands. Être dans un FT, c'est vraiment des conditions très particulières parce qu'on a en fait très peu de vision quand on est à l'intérieur. C'est un équipage de 2 hommes. On a le pilote qui est juste derrière moi assis aux manettes et on a le chef de char qui est dans la tourelle. Alors le char que nous avons là, en fait, on est en contact quasiment direct avec le moteur, ce qui fait que la chaleur remonte dans la tourelle et quand on est en position de combat, c'est-à-dire que les volets sont fermés et donc toute la chaleur reste à l'intérieur, on a l'odeur de l'essence, etc. Le char bouge, le char n'a pas de suspension, on n'a pas de siège confortable, donc en fait pour observer c'est très compliqué, c'est pour ça que justement sur ces casques on va avoir des bourrelets, c'est pour pouvoir se coller à la lunette, se coller au char et éviter que la visière ne vienne taper contre la bordure du char. Et en réalité faire un tour dedans c'est assez effrayant parce qu'on essaye de comprendre tout ce qui se passe aux alentours, les gens qui sont à côté de nous, et à l'époque on s'imagine qu'en plus il y a les Allemands, il y a ce stress en plus d'être attaqué à tout moment, donc nous on a déjà la chance de pouvoir voyager et faire des tours dans ces véhicules là et on les présente au public pour qu'eux aient la chance de les voir manœuvrer.
Dans le château de Hombourg-Budange était installé un état-major interarmes qui était chargé de coordonner de juin-juillet-août 1939 jusqu'à juin 1940 l'intégralité des troupes de forteresse qui étaient situées sur le sous-secteur fortifié qui était en lien avec le secteur de Boulay. Nous avions dans ce château entre 200 et 300 personnes, des personnels administratifs, des officiers brevetés d'état-major et toutes sortes de services annexes qui se lançaient dans la paperasse, dans l'exercice de la transmission des ordres, dans le codage, dans le décodage, dans l'analyse de la cartographie, dans l'élaboration et l'amélioration de plans et de stratégies mises en place. Die Deutschen sind traurig jetzt. Traurig. Comme ça. Sie sind Gefangene jetzt. On va embarquer tout ce petit monde là. Et on va les emmener au pays de Adolphe. On va aller discuter tout ça avec les gars du renseignement. En colonne, un derrière l'autre. Je garde une place là, non? Oui, non, mais c'est pas, elle est là, c'est pas ça, c'est que... C'est un quoi sur la toilette. Je laisse là. Non, mais il y a de la place derrière. Bonjour, je suis Claude Ménon, président de l'association Tirage Histoire Vivante, association stationnée à Hirson dans le 02. Cette association elle a été créée pour valoriser le patrimoine historique militaire qu'on a sur notre secteur et pour honorer le soldat français de 1940 qui n'a pas démérité. 100 000 morts, 200 000 blessés. On est loin des 3 lignes d'histoire qu'on trouve sur nos livres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix politique de l'époque a été de passer sous silence le sacrifice de ces soldats. Et ce fut un très grand traumatisme pour ces hommes et pour ces femmes qui, à la fin de la guerre, pour ceux qui ont été prisonniers pendant 4 ans, à leur retour, plus personne ne pensait à eux. Ils avaient disparu des radars. Il n'y en avait que pour le petit frère ou le cousin qui était résistant. Donc lui, le soldat français qui n'a pas démérité, mais lui c'était le soldat perdant. J'ai des grands-parents qui ont vécu cette période, jamais nous en ont parlé. Jamais. C'était un traumatisme trop important. C'est juste sur leur lit de mort où j'ai pu avoir quelques informations. Donc ça reste très poignant parce que c'est des histoires de familles qui disparaissent. Et donc nous, en tant que reconstitueurs, on essaye de ramener cet état d'esprit, de ramener dans la mémoire collective le soldat français tel qu'il a été à l'époque. Le soldat qui n'a pas démérité, le soldat franchouillard et l'homme, tout simplement. Il est très important d'être présent ici ce week-end, parce que bon, c'est les 85 ans de cette terrible campagne. Nous devons être là, déjà de 1 pour sortir nos camarades,
qui font revivre les fortifications Maginot. Il est aussi important pour soutenir, là, en l'occurrence, le châtelain qui possède ce beau domaine, pour valoriser, faire connaître ce patrimoine, pour que ça donne envie aux gens de venir visiter et d'enlever des pages très humoristiques de notre histoire cinématographique, pour essayer de montrer que l'armée française c'est autre chose que quelques personnes qui mangeaient le saucisson sur le dos du maire au cimetière. Nous avons, nous à l'association, comme on est créé depuis longtemps, eu pas mal de vétérans qui sont venus nous voir. Et ce qui est marrant, c'est que le vétéran, en nous voyant habillés comme lui à son époque, donc à l'âge de 19 ans, 20 ans, il revenait avec sa mentalité de gamin. Il venait se poser à côté des gars, caporal, filez-moi un coup à boire, je suis sergent. Mon lieutenant, dites à votre collègue là, ou à votre soldat que ces bandes sont mal mises. Moi, mon chef, il m'aurait mis 3 jours. C'était des choses exceptionnelles, un partage exceptionnel. J'ai même eu des officiers venus sur les bivouacs pour nous expliquer, ah bah nous les blocs là, on faisait pas comme ça. Mais comment ça monsieur? Ah, j'étais capitaine au 3e génie et moi sur Maubeuge, on fabriquait en mettant la bétonnière autour du mur. Ah, c'est des pages d'histoire. Et ces gens-là, ils nous voyaient, on était des camarades. Voilà. On faisait partie d'eux parce que c'était leur histoire, une histoire qu'ils avaient, refoulée au plus profond d'eux, et là il fallait que ça sorte. On a eu des familles, des femmes, des enfants, des petits-enfants, ils nous ont dit, grand-père, on ne l'a jamais connu comme ça, mon mari m'a jamais dit ça, et vous, il vous le dit. Déjà, essayer de capter l'attention de nos jeunes générations, parce que on essaye d'être un musée assez ouvert. On essaye d'être des mannequins, mais qui doués de la parole, qui vont pouvoir amener un discours qui va être différent de ce qu'on peut voir dans les musées. Là, on est des êtres humains, on est des hommes, donc on a la vie comme ils pouvaient l'avoir à l'époque. Donc capter l'attention aussi bien de l'enfant que de la femme, pour dire voilà, c'était les conditions de vie de l'époque. Et justement par ce message-là, essayer de déclencher une étincelle en disant tiens, mais mon grand-père il a fait 40 aussi. Ah grand-mère elle a été sur Laval en Exode, je voudrais peut-être rechercher un peu là-dessus. Que les gens se rappellent qu'ils ont une histoire familiale et collective, et c'est important pour le devenir de la France. Ayez en place, imaginez, on bouge pas. C'est ça votre tactique? C'est la tactique de l'imagination. Restez couverts. Donc voilà, ici vous avez le remplissage d'essence, donc un réservoir de 30 litres, ce qui permet de faire à peu près 500 km. Surveiller le niveau, pas attendre de tomber à sec. Ouais, mais ça n'a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indicateur. Non. Il faut faire le niveau avec un bateau. Il ne faut pas laisser tomber dedans. Donc le château de Hombourg-Budange a principalement 3 périodes historiques qui sont majeures, puisqu'il y a d'abord eu une forteresse médiévale qui a été construite au XIIe siècle et qui a été détruite en 1552 par le roi Henri II de France. Henri II cherchait à récupérer du territoire en France, et donc il s'est introduit dans les villes de Metz, de Toul et de Verdun. Et à Metz, ça a été beaucoup plus compliqué que dans les 2 autres, parce que l'armée de Charles Quint est venue intégralement faire le siège de la ville de Metz pour empêcher les troupes du roi de France de sortir. Et ce siège a été historique, il a duré plusieurs mois. Et lorsque le roi de France n'arrivait pas à se débarrasser de ses troupes militaires, parce que toutes les seigneuries avoisinantes envoyaient du renfort en permanence pour maintenir ce siège, le roi de France excédé a ordonné à d'autres troupes militaires de venir raser
toutes les seigneuries, toutes les forteresses qui étaient aux alentours, dans la région. Et donc c'est comme ça que le château de Hombourg-Budange, la forteresse médiévale, a été complètement pillée, rasée, brûlée, et donc il ne restait plus rien. Virich de Créange, qui était le seigneur très puissant, très riche, qui habitait ici, a fait reconstruire par la suite le château Renaissance que nous verrons à l'arrière de la partie médiévale, en forme de U. Et donc cette partie-là a été agrémentée d'une façade 18e par Gustave de Malorty en 1780. Après la Seconde Guerre mondiale, le château est fermé au public. Ma famille n'habite plus ici et le bâtiment est un petit peu abandonné. C'est pour ça qu'il se retrouve dans un état de décrépitude très avancé, parce que déjà les dégâts causés par l'occupation militaire, mais le fait que personne n'habite cette propriété depuis 80 ans, mon père n'ayant jamais choisi de sauver cette partie-là du domaine, ayant voulu refaire d'autres choses, il est maintenant urgent d'agir pour que cet édifice soit maintenu dans sa structure. J'ai démarré une campagne de travaux très importante pour 800 000 € pour sauver l'édifice, mettre hors d'eau, maintenir les structures pour nous permettre de faire un diagnostic sanitaire et chiffrer la reconstruction. Pour cela, j'ai réussi à obtenir un niveau de subvention exceptionnel de 80% avec le ministère de la Culture, la région Grand Est et le département. Mais la Fondation du patrimoine m'accompagne avec une campagne de mécénat pour les 20% qui restent. Et j'ai fait un appel au public pour pouvoir lever cette somme qui me complétera mon budget pour financer ces travaux. Les travaux ont déjà démarré, mais nous continuons à récolter des fonds. Mais le soldat de 40, le soldat français, il est resté fier, solide sur ses appuis, la tête haute. Il n'a pas perdu la guerre en abandonnant, il a perdu la guerre parce qu'on lui a demandé de perdre la guerre. Là est la nuance, c'est ça qu'on veut faire comprendre, c'est que le soldat de 40, il s'est battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se battre.